Voilà maintenant 13 ans qu'il manœuvre avec audace et adresse sa planche de surf sur cette vague typique. Entre beach breaks, tubes, figures aériennes et j'en passe, cette vague le mène avec aisance et surtout fidélité vers un palmarès haut en couleur aux quatre coins du monde. Elle lui permet d'exceller et d'affirmer ses prouesses en matière de surf et lui offre une belle opportunité d'écrire un chapitre de plus et pas des moindres dans l'histoire du surf polynésien. À celui pour qui l'océan n'a plus de secret, on le surnomme le Spartan, mais pas que. Voici le portrait d'un athlète passionné. Chers auditeurs, j'accueille aujourd'hui notre champion de surf polynésien, Michel Bourez. Yorana Michel. Yorana. Bienvenue sur le plateau de Tapiwa. Alors Michel, on va aborder ton parcours, mais on va aussi découvrir un peu de toi dans cette émission. Je te propose de faire un bilan sur ta carrière avant tout. Que retiens-tu de ce merveilleux parcours? Ça a été une longue carrière. Bon, c'est pas terminé encore, mais très longue carrière. C'est pratiquement la moitié de ma vie que j'ai consacré à ma passion et puis et surtout tous les voyages que j'ai fait jusqu'à présent, ça a été assez pesant. Oui. Et donc c'est à partir de mes 17 ans après mon bac, je suis parti et maintenant j'ai 35 ans, donc voilà, ça a été quand même très long, quoi. Donc pesant et enrichissant aussi. Très enrichissant, hein. J'ai beaucoup appris pendant ces voyages sur les différentes cultures, les différentes façons de vivre à l'étranger, différentes mentalités surtout. Bon, bien sûr, le surf à côté, c'est mon métier, mais tout le côté humain a été pour moi mon côté favori, on va dire, hein. Le fait de connaître des personnes qui t'apprend quelque chose à la vie, qui te fait comment dire, te développe en fait. Et donc pour moi, c'était le côté bonus des voyages. Et comment es-tu arrivé à surfer? Quels sont tes débuts? Est-ce que tu peux nous raconter? J'ai grandi à Amatea, dans la commune de Tevayuta. J'habitais à 50 mètres de la mer, côté montagne, donc j'allais surfer. J'étais pratiquement voisin de Tevasa Veroni, oui. Voilà, le capitaine des beach soccer, oui. Là, Tikito. Donc pour moi, j'allais tout le temps surfer avec mon frère en face de chez lui, parce que lui, il habitait bord de mer avec ses parents. Enfin, ses parents habitaient là-bas. Et donc, il nous voyait surfer avec mon frère, et on traînait tout le temps ensemble avec son petit frère Heimwana. Et c'est là qu'il a commencé, en fait, à avoir le potentiel des petits jeunes qui sont là, vu que lui, son rêve à l'époque, c'était il rêvait d'être surfeur professionnel, mais voilà, bon, la vie, lui, il a continué dans le football, moi j'ai continué dans le surf, et voilà, il m'a pris sous son aile, et c'est comme ça que j'ai pu continuer à surfer, quoi. Et tu es né à Rurutu, et ta famille est venue s'installer ici à Tahiti. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Mon père est né en Nouvelle-Calédonie. Donc, il est arrivé à Tahiti, lui, lorsqu'il avait 10 ans. Ma mère est d'origine de Hana, dans les Tuamotu. D'accord. Et donc, ils sont partis. Mon père avait un travail à Rurutu. Donc, du coup, ils sont restés là-bas. Et puis, c'est là-bas que je suis né. Ensuite, quelques mois plus tard, vers peut-être 6 ou 8 mois, on est revenu à Tahiti. Puis, c'est là que j'ai grandi à Amatea toute ma vie, quoi. Est-ce que c'est un rêve de dire que tu vas être un jour surfeur professionnel ou pas du tout? Tu peux pas forcément dire que c'est ton rêve de devenir surfeur professionnel lorsque tu es petit. En fait, nous, à notre époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, le fait de pouvoir accéder facilement à ce qui se passe à l'étranger. Donc, c'était plus un hobby, hein. C'était une manière de s'exprimer, de faire autre chose, de prendre plaisir, en fait, dans l'océan. Et c'est après, en fait, lorsque je suis arrivé au lycée, c'est là que je m'étais dit que j'avais envie d'en faire mon travail, parce qu'il y avait une voie de sortie. Dans ma tête, il n'y avait aucune chance que je réussirais pas, quoi. Quel type d'éducation as-tu reçu, Michel? Le type d'éducation d'avoir un père prof. Oui. Voilà, c'est plus ça, hein. On va pas dire strict, c'est un peu strict, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs. Ma mère, pareil aussi. Donc, ça a été une éducation assez carrée. Tu rentres à la maison, tu as toujours les feux à ratisser, et puis voilà, tu as ton petit travail, et puis fais les devoirs, etc. Pas de sortie. Et en gros, c'était ça. Tout était basé sur le sport avec mon père, que ce soit dans la pirogue, dans le football. J'avais fait du taekwondo aussi à un moment. Et
il nous encourageait à 100%. Et jusqu'au moment où je décide de faire que du surf, là, ça a été un peu compliqué parce que pour lui, autant que prof, il voyait plus un avenir dans l'éducation pour ses enfants, un avenir sûr, quoi. Vu qu'à cette époque-là, il y avait que VTA David Poto qui avait réussi, Hira qui continuait, qui essayait de faire sa voie. Et c'était vraiment pas sûr de pouvoir y arriver, quoi. Mais il m'a laissé faire ce que j'aimais, donc c'est ça le plus important. Quelle est la compétition qui t'a le plus marqué? J'ai eu deux victoires qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'était à Halle Iva en 2008. C'était la compétition qui a fait que je puisse rentrer sur le tour. J'ai gagné l'événement à Hawaï, qui est un très grand événement là-bas. Et donc, du coup, ça m'a propulsé dans le WCT où je suis maintenant. Ça, c'était vraiment pour moi un des moments clés dans ma carrière parce que pour un Européen, vu que je passais du temps en Europe, en France, avec les Européens, pour eux, c'était impossible de gagner à Hawaï. C'était vraiment l'endroit où lorsque tu arrives, ben, tu sais que t'as pas tes chances, quoi. Et ben, moi, je m'étais dit le contraire. J'ai gagné cet événement. Et ensuite, la deuxième, c'est lorsque j'ai gagné le Pipe Masters, toujours à Hawaï. C'est la compétition la plus connue dans le monde. C'est la plus, je sais pas comment dire. Renommée, ouais. La plus renommée, ouais. En tant que surfeur professionnel, si tu gagnes celle-là, ça y est ta carrière et tu peux arrêter le lendemain, quoi. Et justement, comment te prépares-tu face à une grande compétition qui arrive? L'année est divisée en deux, à peu près. Bon, sauf cette année, parce que il y a eu beaucoup de changements à cause du Covid, etc. Mais en général, je passe facilement 2 mois en début d'année à m'entraîner physiquement. Et le premier mois, c'est un peu, on va dire, open, etc. Genre, je commence à faire du physique. Et là, le deuxième mois, là, c'est intense. C'est genre, il y a plus de, je sors plus, je m'entraîne physiquement, je fais famille, voilà, je laisse rien rentrer dans ma bulle et je me concentre que sur ça parce que je dois partir pendant quelques mois, les 3 mois qui vont suivre. Et donc, voilà, c'est le plus important pour moi, c'est ça. Et ensuite, c'est que du rappel. C'est-à-dire que je vais surfer et lorsque je sens, par exemple, j'ai besoin quand même de faire un peu de physique, où il n'y a pas trop de vagues, ben je rentre chez moi, je fais une heure et demie de physique chez moi, ou sinon je vais chez les copains, on fait un peu du jiu-jitsu. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pendant mon entraînement physique. Et sinon, à part ça, c'est en fin d'année aussi, avant la fin de l'année où on a 1 mois entre l'Europe et Hawaï. Et c'est là où je reviens à Tahiti et je me concentre encore que sur le physique et le surf. Quand tu participes à une compétition, est-ce que tu as conscience que tu portes tout un peuple derrière toi? J'entends là, comment tu appréhendes ce volet? Parce qu'en fait, la plupart des compétitions, elles ont lieu à l'étranger. J'ai conscience de ça, mais je pense pas du tout à ça, en fait. Oui. Pourquoi? Parce que, bon, c'est de la pression qui ne sert à rien. Et c'est sûr qu'elle est là, mais le plus important, je me dis, c'est que moi, si j'arrive à me faire plaisir, je ferai plaisir aux autres aussi, quoi, en même temps. Donc, je me concentre seulement sur ce que j'ai à faire. Et ce qui est le plus important, donc ça facilite la chose. Et surtout le fait de partir et de devoir représenter la Polynésie française, pour moi, c'est quand même un honneur d'envoyer notre drapeau là-bas, parmi les grands drapeaux mondiaux comme le Brésil, l'Australie, et puis voilà, les pays européens. Et à chaque fois, je vois notre drapeau flotter parmi tous ces drapeaux. Pour moi, ça me fait plaisir, quoi. Quelles sont les valeurs que tu souhaites mettre en avant en tant que champion de surf? Les valeurs, c'est plus un mode de vie. Oui. Surtout, le plus important, même, on le voit maintenant, c'est dommage, mais c'est pendant le Covid. C'est maintenant qu'on réalise que la nutrition est très importante, alors que normalement, ça doit être tout le temps, quoi. Le fait de faire du sport, être bien dans son corps, bien se nourrir, équilibré, et le fait de se donner du plaisir, de s'occuper de soi-même, en fait. C'est ça qui manque à beaucoup de gens en Polynésie, parce que ça se voit, hein, on a beaucoup de personnes obèses ici, il y a beaucoup de personnes qui ont la goutte. Donc, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et en tant qu'athlète de haut niveau, pour nous, c'est impensable de mal se nourrir, parce que je vous dis franchement, lorsque je mange, par exemple, une pizza, je sens le lendemain, quoi. Pendant que je surfe, qu'il y a un souci, quoi. Alors que si je mange bien équilibré, de la salade avec des pâtes, un morceau de viande, etc., je sens aussi la différence, énormément.
Donc, on est ce qu'on mange. Et si j'ai un message à passer, c'est ça, quoi. Surtout dans le moment présent où on vit avec le Covid, il n'est pas tard encore de commencer, quoi. Le plus dur, c'est ça, c'est de commencer à bien se nourrir, à faire du sport et se forcer à faire ça, quoi. Parce que si, entre la mort et s'investir sur soi-même, c'est, voilà. Qu'est-ce qu'une vague parfaite? Celle qui te laisse de marbre un certain temps, qui te reste gravée à jamais. Une vague parfaite, pour moi, c'est une vague qui est pratiquement impossible à surfer, à réussir à surfer. On a souvent des vagues parfaites ici à Terre Haut. Il y a souvent des jeunes comme Matt Hydrolé, comme Kaolivas, qui surfent souvent des vagues parfaites parce qu'ils sont toute l'année ici et puis ils habitent à côté aussi. Et donc, le fait de pouvoir être sur place, alors, ce sont des vagues, en fait, qui sont très dures à partir à la rame et qui sont très dangereuses. Pour moi, c'est ça une vague parfaite. C'est le fait de se mettre en danger et de pouvoir réussir à sortir de toi-même de ce danger, en fait. Et sans bobo. Voilà. D'accord. En gros, c'est ça. Donc, c'est le challenge. Gros challenge. J'imagine qu'à ce niveau-là, on n'échappe pas à certaines difficultés qui peuvent se présenter. Quelles sont les principales difficultés dans ce métier? C'est le temps, sont les voyages, le fait les sacrifices que tu dois faire autour de tes entraînements, le temps que tu dois passer à te consacrer à toi-même. En gros, tu es égoïste et c'est le seul moyen pour pouvoir réussir, c'est ça, c'est de se focaliser sur sa personne et donc oublier le reste, oublier les autres. Et c'est un sacrifice qu'il faut faire et que voilà, ben c'est du temps que tu passes pour toi alors que c'est du temps que tu prends, par exemple pour moi par rapport à mes enfants, à ma famille, et donc c'est du temps que tu récupères à jamais, quoi. Donc c'est pour ça que lorsque je suis ici, j'essaie quand j'ai du temps, de passer au maximum avec mes enfants, avec ma famille, et puis pour ne pas qu'ils me reprochent plus tard, quoi. Ils disent papa, t'étais pas là quand j'avais besoin de toi, ou quelque chose comme ça. Ils auront carrément raison, en fait, hein. À chaque fois que je pars, j'essaie de faire au maximum pour qu'ils soient bien et puis que tout se passe bien, en fait. Dans le cas de la compétition, est-ce que le fait d'être polynésien te facilite-t-il les choses ou, à l'inverse, est-ce que ça complique? Je pense pas. Je pense que le fait on va dire, la Mecque du surf, se trouve à Hawaï. Donc, on a la même mentalité, on a la même culture à Hawaï. Ça facilite énormément le partage, la connexion avec les Hawaïens. Oui. Donc, on a beaucoup plus de facilité, nous, les Tahitiens, d'aller là-bas et puis de prendre des vagues, etc., quoi. Mais le côté compliqué de quelqu'un qui est polynésien, c'est l'éloignement, hein. C'est le fait de devoir quitter sa famille, de quitter des bonnes vagues, de quitter son île, d'aller dans un endroit où il fait froid, par exemple. C'est plus ça, quoi. Faut s'adapter, hein. Ouais. Beaucoup pratiquent le surf amateur et je pense à ceux qui souhaiteraient le pratiquer de manière professionnelle comme toi, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Comment faire? Pour devenir un professionnel, Oui. alors? Mais il faut avoir le niveau déjà. Il faut commencer petit, il faut commencer à faire les compétitions locales, le championnat de Tahiti, comme la plupart des professionnels font. Tu commences à faire les championnats du club, de Tahiti, et ensuite quand tu gagnes, ben tu fais les championnats de Polynésie, tu fais les championnats d'Océanie, tu vas faire les compétitions amateurs à l'étranger, et ensuite c'est des étapes, en fait, hein, qu'il faudra suivre. Et lorsque tu vois que tu as le niveau pour réussir, dès que tu es junior, en fait, c'est de partir, d'aller en France. En Europe, ils ont un très bon niveau. Maintenant, pour les jeunes, ils n'avaient pas le même niveau avant. Lorsque j'étais junior, j'ai dû partir en Australie pour mieux surfer, pour apprendre à mieux surfer, en fait. Je restais 2 ans là-bas, enfin, j'allais chaque année 3 mois. C'est comme ça que mon niveau a augmenté, en fait. Et c'est grâce à Dave Kelly, les magasins Kelly Surf. C'est lui qui m'a envoyé là-bas parce c'était un visionnaire. Il a vu exactement comment on fait pour amener quelqu'un au niveau, et grâce à lui, je suis là où je suis maintenant, quoi. Est-ce que c'est une activité qui, selon toi, est bien encadrée ici en Polynésie? Ou est-ce qu'il y a matière à faire encore pour propulser davantage les jeunes dans cette discipline? On est beaucoup mieux encadré maintenant, hein, comparé à nous, ce qu'on avait. Il y a le centre technique à Papara qui reçoit beaucoup de jeunes pendant les entraînements. On a un coach olympique, Hiraterinat Ofa, qui est présent ici, et lorsqu'on a besoin de lui, ben il est là.
ce qui manque maintenant, je pense, c'est plus les sponsors pour les jeunes. Il y a pas du tout de sponsors ici pour qu'ils puissent s'exporter, en fait. Il faut pas rester ici, hein. Il faut pas, dès que tu peux, en fait, il faut t'en aller. À partir de 14-15 ans, il faut commencer à partir en France, te faire connaître, faire les compétitions locales là-bas, les compétitions fédérales. Et ensuite, les pros juniors, c'est très important. Il faut commencer très tôt. Mais localement, c'est juste ça. C'est que les sponsors étrangers n'ont pas forcément besoin ne veulent pas investir pour des jeunes qui sont ici. Ils sont basés ici à Tahiti, ils n'ont rien à gagner. Eux, ce qu'ils voient, c'est que quelqu'un qui peut vendre, en fait, hein, leur article, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'il faut faire pour un jeune, c'est de devenir international, en fait. C'est de commencer à voyager, ou tu te concentres seulement sur la vague de Teahupo'o, comme il fait Mata Hidrolé, ou comme un jeune comme Kaoli, comme Mihimana, ou comme moi qui sont passés par là, c'est de t'exporter, d'aller faire les compétitions à l'étranger. Y a-t-il quelqu'un qui t'inspire en matière de surf? As-tu une idole? Le fait de surfer, de faire des compétitions contre mes idoles, en fait, qui sont devenus des amis. En fait, c'est ça, c'est un peu tué cette image d'idole. Oui. Ouais, le mythe, carrément. Et j'ai toujours eu comme idole Mick Fanning, en tant que personne, plus depuis que je l'ai connu et en tant que surfeur. Sinon, c'est comme tout le monde, c'était Kelly Slater, pourquoi? Parce que c'était le gars qui a tout gagné, le surf, c'est lui, quoi. Mais beaucoup moins depuis que je l'ai connu. Et parce que, tu peux pas être Kelly Slater et faire tout ce qu'il fait en étant quelqu'un comme une personne de tous les jours, quoi. Quelle est la personne ressource qui, tout au long de ta carrière, a su t'orienter, te guider, te conseiller pour, au final, être ce que tu es aujourd'hui? Il y a... La personne qui m'a amené où je suis maintenant, c'est Teva Zavironi, hein. C'est lui qui m'a pris depuis que je suis tout petit. Je joue au football avec son petit frère. Son papa, il entraînait l'équipe de Veari à Papeari. J'ai beaucoup joué au football jusqu'à l'âge de 15 ans. Et donc après, j'ai arrêté pour pouvoir faire le surf. Et c'est pile poil où j'ai arrêté de faire du football. Il m'avait dit qu'il allait me prendre pour me prendre et m'amener plus dans cette voie-là. Et il me disait qu'il voyait un potentiel en moi dans ce milieu-là. Et il dit non, moi je veux continuer dans le surf. Mais après, lui, ce qu'il a fait, c'est il m'a toujours aidé, hein. Déjà avec l'OPT, c'est lui qui est parti chercher, c'était un de mes premiers sponsors locaux, OPT. Ensuite, il y avait Kelly Surf, qui lui ensuite m'a propulsé à l'étranger. C'est lui, Dave Kelly, qui m'a amené ailleurs. Mais jusqu'à maintenant, on s'entraide toujours autant. On a fait des compétitions à Papara. On essaye d'aider un peu les jeunes aussi en même temps, pas derrière. Donc, pour moi, et le fait de le voir surtout, c'est ça pour moi, c'est ça qui me fait halluciner. C'est qu'à son âge, 45 ans, il fait toujours partie des meilleurs footballeurs ici en Polynésie, et avec un niveau cardio, il y en a pas beaucoup qui le dépassent, quoi. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite se lancer dans cette voie? Si t'es un jeune qui veut te lancer dans cette voie, si tu penses que tu as les moyens de réussir, il faut que tu te projettes dans l'avenir, hein. Il faut que tu te fasses un plan 5 ans, 2 ans, 5 ans et 10 ans à peu près, quoi, où tu veux te voir. En gros, 10 ans, lorsque tu as 17 ans, c'est sûr que tu dois être sur le tour. Donc ça, c'est pas si grave que ça. Ensuite, 5 ans, c'est ça le plus important. Il faut que tu te donnes, en fait, par rapport au temps, le temps que tu vas réussir. Il faut que tu réussisses à réussir à atteindre ton objectif. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu as un objectif l'année prochaine de gagner les pros juniors en Europe. Et pour accéder au WQS, ce qui est la Ligue 2, on va dire, du surf, il faut que tu réussisses. Il faut que tu atteignes tes objectifs. Et dès que tu réussis, tu te donnes encore des objectifs plus hauts, quoi. Donc, c'est vraiment de se projeter le plus loin possible. Comme ça, tu décortiques tout doucement, tu reviens en arrière. Et ensuite, à la fin, le fait de te dire, OK, il faut que je gagne les Pro Juniors. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner les Pro Juniors? Il faut que je fasse partie des meilleurs juniors. Qu'est-ce que je dois faire pour faire partie des meilleurs juniors? Il faut que je surfe bien. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux surfer? Il faut que je m'entraîne tous les jours. Comment je peux faire pour surfer tous les jours? Il faut que je réussisse à avoir un peu d'argent à gauche, à droite, ou voilà, pour m'acheter des planches. OK, là maintenant tu sais où tu es. T'as pas d'argent, tu vas faire des petits boulots.
tu t'achètes le matos qui est le plus important et tu commences à surfer comme ça, quoi. Alors, c'est le moment de la citation que je vais te proposer de commenter. Il s'agit d'une citation d'Albert Camus, écrivain français. C'est qu'en vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Quel est ton avis? Ça me fait rire, mais ça rejoint carrément l'idée que je me fais par rapport à cette phrase aussi où on dit l'important c'est de participer. C'est que quand tu as un objectif en tête, tu te donnes à 200% pour pouvoir y réussir et il n'y a pas d'autre moyen pour ne pas réussir. Donc tu es focalisé seulement sur ce que tu as à faire et tu vas te donner tous les moyens pour pouvoir réussir. En gros, c'est ça. Hein. Le chemin, en fait, ça va être la façon dont tu vas t'orienter pour pouvoir réussir à ton objectif. Mais dans tous les cas, si tu as cette volonté, cette flamme en toi qui te dit non, tu vas tout donner et que no matter what, tu vas réussir, quoi. Et ben c'est ça le plus important, c'est la volonté, exactement. C'est exactement ça. C'est le fait de tout donner et puis de rien lâcher jusqu'au bout, quoi. Et même lorsque tu tombes, c'est de plus vite te relever, d'observer, de regarder tes erreurs et d'avancer comme ça, en fait. Quels sont tes projets, Michel? On sait que dans un avenir proche, tu vises une participation aux Jeux Olympiques de 2024, ici à Teahupo'o. Oui, c'est mon objectif premier maintenant, hein, parce que c'est chez nous. Lorsque j'ai entendu que les JO se feront ici à Teahupo'o, je vous avouerai que j'avais envie d'arrêter le milieu professionnel déjà depuis 2-3 ans déjà. Hein. Mais lorsque j'ai su que que ça allait se faire ici, j'étais obligé d'essayer d'y participer, quoi. C'est à la maison, c'est normal. Et surtout le fait pour l'instant, le fait de pouvoir avoir des JO ici à Tahiti, c'est une occasion qui va sûrement jamais se reproduire. Exactement. Donc, faut y être, quoi. Pour nous, pour la population, d'avoir un local dedans, c'est le plus important. Voilà, donc je vais tout faire pour y arriver. Ouais. Et en dehors du surf, d'ici quelques années, est-ce que tu envisages une reconversion ou une évolution? Niveau surf, non, moi après, lorsque j'arrêterai le surf, je pense que je voyagerai presque plus du tout même à l'étranger. Oui. Je pense que je vais essayer de faire les îles, essayer de rester dans le free surf en fait. Hein. Aller dans les îles, surfer nos vagues et passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, les faire voyager un peu dans les îles. Parce qu'ils connaissent déjà l'étranger, mais ils connaissent pas bien nos îles. Voilà, donc c'est plus ce côté-là, le côté culturel que j'ai envie et tradition que j'ai envie de leur faire connaître. L'émission touche à sa fin. Michel, que peut-on te souhaiter? Une bonne santé, oui. Plus ça. Et voilà, en gros, c'est ça, c'est la santé avant tout, quoi. Oui, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. As-tu un dernier mot pour nos auditeurs? Ouais, c'est de ça, c'est par rapport au Covid. Il n'est jamais trop tard de prendre soin de soi et c'est le moment propice, c'est maintenant, quoi. Hein. On a vu qu'on a un taux d'obésité trop élevé ici à Tahiti, la malnutrition, etc. Donc, il faut pas hésiter à prendre soin de soi, en fait. Faites votre heure de sport par jour, bougez dans la journée, mangez bien, tout ce qui est sauce, soft drink, quoi d'autre? Tout ce qui est friture, de côté, ne touchez pas, quoi, franchement. Hein. Essayez juste un mois, vous allez voir la différence. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait s'occuper plus ici, chez nous, quoi. Oui. Voilà. Merci Michel de t'être libéré pour partager ce moment avec nous, surtout en ce temps de crise sanitaire au Fénois. Ta présence sur notre plateau permettra de redonner un peu de soleil dans les foyers polynésiens. Tu t'apprêtes à partir pour la suite des événements et comme c'est la coutume à Hiti FM, nous te souhaitons des good vibes avec évidemment des victoires à la clé. On le sait, la Polynésie soutiendra son Spartan. Permets-moi de reprendre la métaphore de la vague non plus typique mais mythique cette fois-ci. Que le souffle de cette vague puisse te porter encore afin de poursuivre ce rêve qui rend hommage à la glisse polynésienne. Cette vague t'est bien familière, c'est la tienne, car c'est ton parcours qu'elle met en exergue, cher Michel. Elle t'a guidé vers une belle carrière qui honore aujourd'hui nos pionniers du surf. Elle permet la découverte et la mémoire de notre patrimoine polynésien. Et elle invite nos jeunes générations à la persévérance et à la détermination pour être, qui sait, portées par cette même vague à leur tour. Merci Michel. Merci à vous.
Voilà, chers auditeurs, c'était Vera pour ITFM dans notre émission Tapi Hoa. À très bientôt. Nana.